Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Charybde. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Philippe Adam et Fabrice Ravel-Chapuis pour fêter à la fois la sortie des Impudiques, donc qui est sortie au début 2015 aux éditions Verticales, et pour fêter le travail commun de longue date entre Philippe Adam et donc le pianiste et compositeur Fabrice Ravel-Chapuis. Puisque Philippe, donc, vous avez écrit des textes pour le duo Artango, par lequel Fabrice Ravel-Chapuis s'est fait connaître au départ dans les années 90. Que vous, Fabrice, non, c'est pas juste. Si, tant que c'est pas les années 80. Que Fabrice, vous êtes le compositeur de Canal Tamagawa, donc qui est un opéra parlé, qui est paru en 2005 aux éditions Verticales, et donc qui s'appuie sur les derniers jours de l'écrivain japonais Dazai Osamu. C'est juste. C'est juste. Dont on parlera tout à l'heure. Et puis vous avez composé ensemble un livre qui s'appelle Il manque une pièce, enfin une pièce sonore avec 16 fragments textuels et 16 mouvements musicaux, donc qui est paru en 2010 aux éditions Joka Seria. Et puis votre dernier album, Fabrice, donc, a été, qui s'appelle donc Le Cabinet de Curiosité, composé sous votre propre nom, et paru sous le label Volvox Music, qui est un label qu'on aime beaucoup ici. Et oui. On a quelques disques. On va commencer par parler des Impudiques, donc qui est paru en 2015 aux éditions Verticales, donc c'est votre 12e texte. Donc les Impudiques, ça assemble de très nombreux récits, très courts, de une ligne jusqu'à une page et demie. Ça parle de sexe, de confession, fantasmes sexuels, sur tous les registres, drôles, parfois extrêmement féroces, parfois très éprouvants. Et on a l'impression, quand on est spectateur, qu'on assiste à une sorte de pipe show mental, kaléidoscopique, et en même temps qu'on contemple notre époque, et cet abîme entre des désirs qui sont présents en permanence, enflés, et puis la banalité du quotidien. Alors j'ai repris les mots de Claro, qui avait fait un article très beau sur le clavier cannibale, où il disait que c'était comme un confessionnal, vaste comme un aéroport, bondé comme un hypermarché, brillant comme une ruche, enjoué comme une prison, où des centaines d'âmes en peine viendraient témoigner à chair ouverte de leur expérience sexuelle en ce bas monde. Chacun de ces petits récits a un titre. Alors le titre, lui, ne parle pas de sexe, très, très pudique. Et puis les récits, eux, ils prennent toutes les couleurs de la libido. Parfois c'est naïf, parfois c'est franchement abject. Et donc ça souligne... Un peu comme nous tous. J'y viens. Je vais y venir à ça. Et ça souligne justement la distance qu'il y a entre le fantasme et la réalité. C'est un peu justement comme des variations musicales, toutes très modulées, inattendues, parfois dissonantes, et ça prend toutes les formes. Alors, confession, aveu, regret, dépôt de plainte, revendication, déni. C'est à tous les âges, ça parle beaucoup de l'usure du désir, des désillusions, des rapports hommes-femmes. Il y a des récits qui sont uniques et puis il y en a qui sont filés sur plusieurs chapitres. Il y a par exemple celle qui énumère sa première, sa deuxième, sa troisième fois, etc. Il y a le récit d'une chinoise kidnappée pour servir d'objet sexuel ou de mère dans un village avec des hommes. Il y a un tournage de film porno. Et c'est comme un puzzle, on a l'impression qu'il est vraiment très savamment agencé, dans lequel il y a des trames, des thèmes, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un raffinement du texte lui-même et un sens de la chute assez exceptionnel. Alors quand on lit, on pense à... Moi ça m'avait pensé à une autre soirée qu'on avait fait ici avec Yves Pagès pour Souviens-moi, justement pour la construction et puis ce sens de la chute. On se demande évidemment d'où vient cette matière, on pense aux faits divers, par exemple au Félix Fénéon. Il y a une inventivité énorme. C'est un livre vraiment qui sidère. Il n'est jamais vulgaire, même si parfois il y a une forme de monstruosité par tout ce que ça étale sous nos yeux. Des fantasmes, des pulsions, des histoires scabreuses, drôles, touchantes, parfois vraiment insoutenables. Ça sidère parce qu'évidemment par moments c'est un miroir amplificateur de ce que chacun de nous est. Ça sidère par l'arc-en-ciel des émotions par lesquelles on passe.
Et puis ça sidère par la forme de mélancolie qui se dessine, de tristesse, de compassion qui se dessine au fil de la lecture. Et puis ça sidère à la fin par l'amplitude des possibilités de l'écriture. C'est comme une partition composée de variations qui pourraient être infinies et qui en même temps sont parfaitement accordées à notre époque. Voilà. Alors il y a certains récits qui tiennent en une ligne, comme par exemple un, morale ordinaire, faire comme tout le monde, y penser toujours, n'en parler jamais. Donc vous faites qu'en parler. Oui. Voilà, donc pourquoi vous avez choisi ce thème? De ne faire qu'en parler. Voilà. J'ai subi plutôt. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Alors, en fait, c'est lié au précédent livre. Le précédent s'appelait Jour de chance. Et il avait c'était la même structure, mais avec pour point commun entre les histoires qu'il était question d'argent. C'était que des gagnants au loto, à l'euro-million, etc. Et à la fin de Jour de chance, enfin quand j'ai fini d'écrire Jour de chance, il m'est venu l'idée que ce serait logique, maintenant que j'avais fait tout un livre sur l'argent, d'aller vers les passions dominantes, les trois grandes libidos classiques, quoi, enfin de Saint-Augustin. Donc c'est l'argent, le pouvoir et la curiosité. Pour eux, la curiosité, c'est lié au sexe, etc. Et donc j'avais le choix entre me lancer sur le pouvoir ou sur le sexe. Et bizarrement, j'ai choisi le sexe. Le plus d'idées me venaient et je me suis dit que j'écrirais le livre sur le pouvoir après. Et donc le thème il s'est imposé assez facilement et il s'est imposé donc logiquement et puis s'est imposé sensiblement aussi parce que parmi les quelques amis ou amies que je peux avoir, certains sont très pudiques et d'autres le sont moins et ont assez volontiers tendance à raconter tiens avec un tel, etc. etc. Et j'avais remarqué qu'en fait ça m'intéressait toujours, mais que ça me mettait toujours mal à l'aise. Et donc, en fait, je me suis dit, ça serait pas mal d'essayer dans un livre ou à travers les textes de restituer cette impression-là. C'est-à-dire quelque chose qu'à la fois on n'a pas tellement envie d'entendre ou de lire, mais en même temps, on aimerait bien savoir la fin. Et c'est un peu, du coup, après, je dirais, ça renvoie un petit peu finalement à... L'idée, c'est de rendre un peu le lecteur enfant. C'est-à-dire essayer de se remettre un peu dans l'état d'esprit qu'on pouvait avoir je ne sais pas à quel âge chacun a fait l'amour pour la première fois, mais disons à 10, 11 ans. Non, se remettre dans l'état d'esprit qu'on peut avoir, je sais pas, à 14, 15 ans, disons. Et voir l'extrême fascination pour tout ça, et en même temps la peur panique aussi de tout ça, etc. Et donc se remettre un peu le lecteur ou la lectrice dans cet état d'esprit-là. Ne pas faire comme si on était compétent avec les choses sexuelles. C'est tout sauf un Kama Sutra avec en disant voilà la bonne technique, les bonnes méthodes, etc. C'est plutôt la mise en scène de l'incompétence et de la maladresse ou du fiasco. Le fiasco d'ailleurs au sens propre c'est la panne sexuelle. Au sens premier, un fiasco. Donc, alors ça peut être aussi le désastre. Par exemple dans le texte, il y a un moment, ils font l'amour sur une table et puis la table s'écroule. Ils font l'amour dans un lit puis ils se cassent, etc. Toutes ces petites circonstances un peu désastreuses. Donc voilà, ça jouait là-dessus. C'était ça un peu l'intention, le point de départ. Je pense que ce serait bien qu'on en entende un petit peu, oui. un extrait. Alors je vais commencer par des passages que j'ai pas l'habitude de lire, donc j'espère que je vais pas me tromper. C'est parce que Fabrice m'entend souvent et je sais qu'après il va penser qu'il n'y a rien dans le livre et c'est toujours les mêmes textes que je lis. Lu, j'ai pas fini. Alors voilà un fragment qui s'intitule Au secours. L'ennui s'était faufilé sous la porte. Il avait emprunté le couloir qui mène au salon, il avait sans doute levé la patte un peu partout, avait posé ses marques dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre des enfants, puis dans celle des parents qui, allongés chacun de leur côté, rêvaient l'un contre l'autre à d'autres gens, d'autres vies, d'autres univers. Pervers et compagnie. Achetant sa baguette tous les matins dans la boulangerie de Madame Marie,
Il était troublé qu'elle lui demande à chaque fois, en le regardant bien droit dans les yeux, « Et vous voulez que je vous la coupe ?» Question qui l'embarrassait, qui lui faisait monter le rouge aux joues, et il répondait « Non ». Tous les jours, il répondait « Non », sachant que dès le lendemain, elle lui reposerait la même question avec cette même espèce d'intensité dans le regard. « Vous voulez que je vous la coupe ?» Cette intensité, cette gravité qui lui faisait peur, mais qu'il ne trouvait pas désagréable, qui donnait même son prix au pain, et faisait de cet achat, pour n'importe qui d'autre ordinaire, une des plus grandes joies de son existence. Délicatesse. Constatant au matin que sa femme était morte dans leur lit, pendant leur sommeil, il a d'abord pleuré, puis il l'a embrassée sur le front, les joues, dans les cheveux. Il l'a chatouillée sous les bras, elle adorait ça. Il lui a massé la nuque et gratouillé le dos, elle aimait ça aussi. Il aurait bien voulu se risquer du côté de l'entrejambe, mais il ne l'a pas fait. La défunte n'y tenait pas. Héritage. On veut ceux qui comprennent après. Héritage. À la mort de son père, elle a constaté qu'il lui léguait des dettes d'un montant tel que la vente de la maison ne les couvrirait pas. Elle s'est malgré tout lancée dans un grand nettoyage. Elle a lavé par terre, a ouvert grand les fenêtres, puis elle a entrepris de dépoussiérer les meubles, de trier papier et vêtements, de vider les tiroirs. Ce fut une surprise de découvrir, en feuilletant l'album de famille, que les photos qui la représentaient avaient toutes été retouchées. Son père lui ajoutant, selon sa fantaisie, une moustache ou une barbe, lui coupant les jambes ou lui faisant apparaître des poils au stylo feutre noir. Sur cette photographie où enfant elle tenait fièrement une glace, son père avait grossièrement peint une bite en érection qu'elle semblait donc maintenant brandir triomphalement et dont les filets de sperme retombaient dans une bouche bien barbouillée de vanille. Sur cette autre où, adolescente, elle posait en mini-jupe, son père avait ajouté un triangle noir dont la toison pendouillait lamentablement, se liquéfiait, dégoulinait sur le sol. Et elle s'est alors souvenue des derniers mots de sa mère, ces derniers mots qui, sur son lit d'hôpital, avaient été ses derniers souffles. « Ma chérie, n'oublie pas, n'oublie jamais, s'il te plaît, promets-moi, n'oublie jamais que ton père t'aime. » Domicile conjugal, les lattes en bois du sommier neuf cédant une à une, elle lui a suggéré d'y aller mollo se ramenant bientôt à peu, puis à rien, leurs deux corps finissant par se laisser glisser par terre où tout finit un jour ou l'autre par tomber, comme les pellicules, les miettes, la poussière et les inhibitions. Éclairage. D'abord ils l'ont fait boire, puis ils lui ont demandé d'être sage, et elle s'est endormie. De cette nuit, elle ne se rappelle rien, sinon que la lumière des toilettes, après qu'elle ait vomi, est restée allumée. N'importe quoi. J'avais égaré ma montre, mais Sonia était avec Hubert, qui caressait Jean, qui embrassait Paul, qui demandait à Lucille de lui pisser sur la tête. Et ma montre était quelque part là-dedans. Orifice. Il est des choses, je ne sais pas si je dois en parler, il est des choses si volumineuses qu'on s'étonne qu'elles entrent. On est moins surpris ensuite quand on constate avec chagrin qu'elles ne veulent pas sortir. Qu'on a toutes les peines du monde à les oublier, à les extraire, à s'en défaire, à les expulser. Et on file aux urgences de bon cœur. On pense en attendant piteusement son tour qu'en renonçant à Dieu, on a renoncé au salut, pas à la délivrance. Quoi de neuf, docteur? Elle toussait. Il lui a demandé de retirer son pull, son t-shirt, le soutien-gorge qu'elle avait mis exprès, elle qui n'en portait jamais. Il lui a ensuite demandé de baisser son pantalon, son slip, et de garder les chaussettes qu'elle avait ce matin choisies, imprimées de jolies petites fleurs bleues. « Vous avez donc mal à la gorge ?» a-t-il dit. « Alors, ouvrez bien grand la bouche et dites très longtemps « oui ». En passant. Derrière un arbre, un homme se masturbait. C'était à La Rochelle, dans le parc qui conduit à la plage, mais en me prenant subitement par la main et en pressant le pas, ma mère m'a bien précisé que ce n'était rien.
Site. J'ai appris ça récemment qu'on pouvait se filmer grâce à l'ordinateur. Et donc je vous envoie cette vidéo de moi où je me branle d'abord dans la douche et après dans un verre. Je bois le contenu du verre en direct, je peux le refaire quand vous voulez, j'espère que ma vidéo vous plaira, que vous la mettrez en ligne et qu'elle saura vous séduire ainsi que tous les membres du site. Je vous embrasse, je suis de tout cœur avec vous. Bisous, Bertrand. Projet social. Et s'il suffisait d'aller vers quelqu'un et de lui sourire pour qu'aussitôt les bouches se mêlent, pour que les mains se baladent et qu'on se quitte ensuite gentiment, comme ça, en se disant juste « bonne journée, vous êtes adorable, c'était un plaisir de vous rencontrer, au revoir et merci beaucoup ». Histoire brève et méchante. Je te quitte, Hubert. Je ne te dis pas au revoir, ni adieu, ni salut, et encore moins bonne chance. Tu m'auras fait perdre 57 années de ma vie. Amuse-toi bien, Hubert, et pour commencer, va te faire foutre par toutes ces grandes folles que tu allais voir en catimini dans les bois, au nom de ta fameuse petite promenade digestive avec le chien. Mignon ce petit mec. Comme tous les dimanches, je me promène dans les bois, et voilà que je repère un jeune type. Mine de rien, je prends comme lui l'allée de gauche qui mène vers les grands arbres. Je prends à droite le sentier des buissons. Je lui laisse le temps de croire qu'on s'est perdu et hop, il baisse son survêtement et je me mets à genoux. Il jouit presque aussitôt. La jeunesse a du bon. Sur cette touche sans vulgarité, heureusement que tu as dit que c'était jamais vulgaire. J'arrête, fais une pause, je reprendrai si vous voulez. Il y a une évolution quand on lit le livre. Parfois on éclate de rire, on sourit, c'est très ironique, parfois c'est triste. Et en fait, on évolue vers une forme de tristesse, de mélancolie, puis on se demande si c'est lié à la construction du livre, à l'accumulation, au coup de poing qu'on reçoit par moment avec certains récits. Et puis on se demande aussi d'où vient toute cette matière. Alors, c'est lié en partie à la construction du livre, parce que au début, il y a beaucoup d'histoires brèves qui parlent plutôt de la jeunesse. Et petit à petit, enfin au fur et à mesure, il y a des histoires plus longues qui se mettent en place. Les plus longues sont en général développées parce qu'elles sont plus dures, plus tristes, Et une fois qu'elles s'achèvent, on va plutôt vers des histoires qui parlent du fait de vieillir. Et du coup, alors c'est pas perceptible page à page, mais il y a cette logique quand même. Et donc évidemment, il est un peu accablant le livre. Sa fin d'ailleurs ne vise pas du tout à rendre les... La dernière phrase, c'est... Enfin, la dernière entrée, ça se présente comme ça. C'est « Note sur la vie légère, drôle et facile, elle n'aura pas lieu ». Et donc il y a bien cette idée quand même de... Enfin, cette volonté, c'est peut-être pas une réussite, mais la volonté de finir un peu sur une sorte de vanité ou une leçon de morale, enfin... mais une morale en l'occurrence qui serait dans mon esprit une morale très libertaire. C'est-à-dire que moi je suis pour la vie drôle, légère et facile. Mais je sais qu'elle n'aura pas lieu. Donc il y a ce côté un peu volontairement accablant. Et les personnages sont souvent accablés. Alors, quelle est l'origine après des différents récits? Alors, il y a quelques récits qui sont empruntés à parfois ma propre enfance. Par exemple, dans ce que je viens de vous lire à l'instant, la scène à La Rochelle, dans le parc qui mène avec le type qui se branle et puis ma mère qui dit c'est rien, ça m'est arrivé. Donc voilà, mais donc c'est parfois lié à moi, mais c'est rare. C'est dans certains cas lié à la vie de Fabrice. Non, pardon. C'est dans certains cas lié à la vie de gens que je peux connaître et qui me font des confidences, mais c'est très rare aussi parce que je ne me serais pas permis d'aller raconter leurs multiples aventures. Et il y a des faits divers. Par exemple, la chinoise à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, c'est un fait divers qui a vraiment eu lieu en Chine. Mais je l'ai transposé en France. Tout à l'heure, la question du couple gay dont un des deux a été vitriolé. Ça s'appelle Avranches dans le livre, mais ça a vraiment eu lieu dans une ville dont j'ai oublié laquelle en France. Et donc il y a des faits divers. Je ne l'ai pas lu, mais dans les faits divers qu'on peut parfois trouver dans l'IB, etc. Je ne connais pas les faits divers trop bas de gamme quand même, mais il y a, par exemple, certains étaient frappants, je l'ai remis en très très bref, mais
C'était il y a 3 ans, je crois, il y avait une femme qui s'était fait violer par le taxi qui l'a ramenée chez elle. Donc il l'a d'abord emmenée dans un coin, il l'a violée, puis après il l'a vraiment ramenée chez elle, elle lui avait demandé, et lui a demandé qu'elle paye la course. Donc voilà, il y a des faits divers, et puis après il y a aussi tout simplement de la fiction. Ou alors des variations sur thème. Alors dans certains cas c'est lié à des films porno. À un moment j'en regardais pas mal pour le projet. Et quelle abnégation, oui vous avez raison. Et on m'avait passé un film porno japonais qui était très étrange, où une femme se faisait pénétrer par des anguilles. Et en fait c'était tellement étrange et dégueulasse en fait, que ça m'avait donné envie de faire la suite avec bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer, etc. Tu y as fait allusion tout à l'heure à ce texte-là. Donc c'est une fiction, mais à partir d'un vrai film porno étrange. La vieille dame aussi? La vieille dame, non, c'est une pure fiction, ça, la vieille dame. Et donc voilà, il y a différentes sources comme ça. Et à un moment, j'avais un peu l'intention d'y mettre plus de moi-même, en me disant, allez, sois franc, enfin, vas-y, mets un peu ta vie. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, j'avais pas tant de choses que ça, parce qu'on pense que ce qui nous arrive, c'est extraordinaire, mais finalement, c'est banal. J'avais pas grand-chose à raconter. Et qu'en plus, ça n'allait pas tellement aider mes amis, mes proches, etc. Donc j'ai préféré faire un tri assez sévère dans les histoires, mais j'en ai plein encore si vous voulez. Donc, voilà. Et alors les titres, parce qu'à la limite on a l'impression que les titres sont quasiment la seule chose dissible, avouable. Les titres, les sous-titres, en fait, chacun des petites entrées comme ça. Ouais, parce que chacun... Ça c'est le plaisir de... Quand on écrit des textes, alors bref hein, quand même, le texte n'est pas bref en tant que tel, mais chacun des textes est assez bref. Il y a un double plaisir pour un auteur, il y a un plaisir de trouver un titre, et moi je trouve qu'il y a toujours un plaisir à commencer un texte. Puis il y a un autre grand plaisir, c'est de le finir. Mais il y a toute une littérature qui moi m'ennuie, c'est celle qui pense qu'il faut développer. Et donc je pense que quand quelque chose est compréhensible en 10 lignes, c'est pas la peine de chercher à faire 3 pages. Donc je soigne la chute et je pense un titre. Et la phrase d'amorce en fait. C'est un peu une esthétique que j'aurais, mais aussi un peu une éthique en tant qu'auteur-lecteur. J'aime pas les auteurs qui racontent trop, qui accompagnent trop, qui décrivent trop. En général, les gros livres me font fuir, alors même si évidemment j'adore Proust et tout, mais pour moi qu'un livre soit épais, à la fois c'est un rêve, j'aimerais écrire un gros livre, et en même temps c'est presque, pour moi je me dis, wow, ça doit pas être bien. Il a trop écrit celui-là. C'est vrai par exemple les plus beaux textes de Beckett c'est les plus courts, les plus beaux textes de Duras c'est les plus courts. On peut trouver plein d'exemples de textes courts qui sont en tant que tels des chefs-d'œuvre. Mais après c'est pas une règle absolue, hein, bien sûr. Alors j'aimerais bien que vous parliez de votre rencontre avec Fabrice. Comment ça s'est passé et puis de la collaboration sur Canal Tamagawa. Moi j'ai rencontré Fabrice avant qu'il me rencontre, parce que je l'ai vu en concert et lui il jouait et moi j'étais dans le public et donc j'ai été ébloui par Art Tango, qui m'a fait aimer le tango alors que je ne m'y intéressais pas du tout. Et puis alors en plus à l'époque c'était le moment où il y avait le film qui s'appelait Happy Do Gather, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je me rends compte que je parle toujours comme ça, j'espère que c'est pas contre vous. C'est un film de Wong Kar-wai qui était magnifique et dans lequel il y a un couple homo très beau. Et ils dansent dans leur chambre miteuse à Taïwan, je pense, ou je sais plus. Non, en Argentine, ils sont en Argentine. Et ils dansent sur du tango. Alors c'était tout ça a été concomitant, découvrir Art Tango, regarder Happy Together de Wong Kar-wai. Et du coup, je me suis mis à acheter les disques de Art Tango. Et un jour, par hasard, j'ai croisé Fabrice dans la rue, dans mon quartier. On a découvert qu'on était voisins parce que je suis allé le draguer, en quelque sorte, lui parler. Et on a assez vite travaillé ensemble, en fait, des chansons. Des chansons qui étaient d'abord destinées à devenir un album pour Fabrice lui-même. Et puis après, on a travaillé pour Art Tango. Et après, on a pris l'habitude de travailler ensemble jusqu'à temps qu'on parte au Japon par le biais d'un programme qui relève des affaires étrangères qui s'appelle
Le programme... Mais la Villa Kuzuyama. Il a un autre nom de programme. Peu importe, la Villa Kuzuyama, la Médicis du Japon, quoi. Et puis, et là, on a écrit Tamagawa. Canal Tamagawa. Et c'est donc lié, comme tu l'as dit, à l'écrivain japonais méconnu. Je ne sais pas si vous connaissez, a priori, vous ne connaissez pas, normalement, vous ne connaissez pas. Il s'appelle Dazai Osamu, qui est un contemporain de Mishima, mais qui a été complètement éclipsé par Mishima. Et qui, mais au Japon, est très célèbre. Et alors justement, alors ah oui, ça c'est le... T'as pas un Dazai Osamu? Si, on voit. Est-ce que vous avez celui qui s'appelle La déchéance d'un homme dans la collection Tell? Non. Ce Dazai, il a une vie passionnante, très brève mais passionnante. Et puisqu'il est mort à 39 ans, après avoir écrit pas mal, hein, il était gravement alcoolique, mais gravement drogué aussi, puis il était très suicidaire. Et il se suicidait avec... comme il était beau, il draguait dans les bars et il emmenait des filles avec lui et qui disaient « Ah, viens, on va se suicider, ah ouais, d'accord ». Et il a tué comme ça 3 femmes. Et donc c'était assez intéressant comme motif littéraire de s'emparer de ce personnage-là qui est si sombre, et dont les livres pourtant paradoxalement sont si drôles. Et d'essayer d'inventer ses derniers jours, quoi, le moment où il fait une sorte de bilan sur sa vie. Et avec Fabrice, on avait tout le temps au Japon pour travailler ça. Et les musiques de Fabrice, à l'époque, Art Tango existait un peu, je pense que ça devait déjà être un peu... et on sent quand même des musiques d'inspiration de tango. Maintenant, il n'écrit plus du tango, mais il y a quand même cette inspiration de rythme où on accélère et puis on casse le rythme, on reprend, etc. Et la vie de Dazai, elle est assez comme ça, elle est assez dans la rupture sans cesse, dans la déchirure un peu. Et donc voilà, on a écrit l'opéra parlé. Non, c'est Fabrice qui appelle ça un opéra parlé, enfin qui a trouvé ce... Il y a eu la chance de pouvoir le faire paraître en bilingue, il est français-japonais. Mais ça a été un grand malheur pour le livre, parce que les gens, quand on l'ouvre spontanément, on tombe sur le japonais comme ça. Ah bah là, mais normalement on tombe sur le japonais. Et du coup, en librairie, ça a fait « Oh, c'est pas pour moi, c'est en japonais ». Mais on l'a pas mal joué au Japon, à Paris, un petit peu en province. D'ailleurs, on peut vous en faire écouter un bout si vous voulez. Tu as un instrument de musique? Oui. On pourrait vous faire écouter par exemple l'élégance. Alors on va vous faire écouter un morceau très doux, très doux, voilà. Et puis on enchaînera directement sur un titre plus violent. Comme quelqu'un qui se cure les ongles devant tout le monde et qui ne s'en soucie pas. Une femme accroupie entre 2 voitures et qui pisse. Un autre endormi, la braguette ouverte. Les restes d'un sandwich étalés sur le ventre. Et celui qui se mouche, puis qui ouvre son mouchoir pour voir ce qu'il a mis dedans. Je me suis promené avec des vêtements tachés, des vêtements troués, des vêtements que j'avais ramassés par terre, que d'autres avaient jetés sans savoir qu'ils les jetaient pour moi. J'ai perdu l'élégance. Ce soir,
la couleur d'une pieuvre. Mes os sont des arêtes coincées dans les gencives d'un vieux. Je suis fatigué, comme si j'avais migré. L'énergie qu'il faut pour rentrer, je ne l'ai pas. Mon ventre est celui d'une sole qu'on aurait remplie de sable. Immangeable. Amenez-nous autre chose. On veut du cochon. Mon cochon. Mon cochon. Parfois, c'était mon surnom. Tu vas bien prendre un verre, mon cochon. Et voilà que mon cochon veut partir. Regardez-le, il est rose. Mon cochon. C'est toujours quand il est rose qu'il cherche à foutre le camp. Au cochon. Et moi qui trinque, et moi qui fais semblant d'y prendre plaisir pour ne décevoir personne, pensant à l'argent, à tout ce qu'il me faudra vendre pour payer. Tu vas bien reprendre un verre, mon cochon, imitant la sole pleine de sable, aplatie sur une table, la bouche ouverte, la bouche en biais, faisant la pieuvre, parlant à chacun avec les 1000 bras de Vishnu. Je ne suis ni le cochon, ni la baleine, ni la pieuvre. Je suis la sèche qui vous crachera l'encre, qui vous en mettra plein les yeux. Ça m'a donné un coup de chaud. Merci. Ce serait à refaire. Je n'écrirai pas le texte pareil parce qu'il se termine par « Je suis la sèche qui demain crachera l'encre ». C'était très maladroit ça pour les lectures. Vous aviez une question? Non. Non, je me demandais si vous... Ça c'est de la pure mise en scène. Je me demandais si la musique était écrite complètement avec votre texte, enfin, quand vous le dites là, parce que c'est vraiment très beau, c'est complètement spontané, ou vous savez à peu près quand commencer, quand... C'est bête ma question, je ne sais pas... Non, mais la musique est bien écrite pour le texte, et on a déterminé des points d'entrée, des points de réponse, etc. Oui. En fait, moi je lis pas la musique. Sinon, j'aurais pu suivre d'ailleurs pour savoir où je dois parler ou sur les partitions. Mais, et donc en fait, ça a été quand on était au Japon, Fabrice avait une très grande salle avec un piano pour lui tout seul. Et souvent, moi je sortais plutôt, lui il restait, moi je sortais, je rentrais un peu pompette vers 11h, minuit. Et là, il travaillait. Et donc on travaillait souvent dans la nuit, comme ça, entre minuit et 2. Et on testait directement, je lui ramenais des textes et on les testait directement par rapport aux musiques qu'il écrivait. Et en fait, d'entrée de jeu, du coup, s'il avait un début de musique, je disais, ah bah tiens, j'ai peut-être le texte qui irait avec ça, on essayait directement. Et après, à force de le jouer, etc., moi j'ai mémorisé à quel moment je dois... Sauf là, d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai raté le début. Mais je connais par cœur, en fait. Mais je me repère à la musique. Alors, normalement, on joue avec des cordes. Et donc, en général, je me repère plus sur les cordes. Ça dépend des titres, en fait. Mais donc, c'est de la fausse impro. Je reviens au livre. Je voulais parler, puisqu'on a parlé des impudiques jusqu'à maintenant, donc on a vu qu'il y avait cet écart entre les fantasmes, les désirs, et puis une réalité qui était souvent plutôt banale, voire décevante. C'est aussi le sujet de Jour de chance. Oui. Donc qui parle de Jour de chance pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu. C'est aussi un livre en fragments, c'est des variations. Et alors là, c'est autour de ce qui se passe pour des gens qui ont gagné le gros lot au loto. Ça peut apparaître comme un livre un peu paradoxal quand on le lit, parce qu'on est quand même tous, enfin presque tous, on a un jour rêvé ou joué et rêvé de gagner le gros lot au loto. Et là, on a des nouveaux millionnaires, ils ont gagné le gros lot, et puis bon, au début, ils savent pas trop quoi faire avec leur nouvelle fortune. Ils sont encore tout encombrés de leurs désirs d'avant, de leurs désirs modestes, ils sont un peu... Et puis après, en général, ça empire.
C'est-à-dire que les proches s'éloignent, sont jaloux, il y a de l'aigreur, il y a des revanches, il y a des illusions. Ils sont assez désœuvrés, ils ne savent plus quoi faire, ils sont carrément déprimés, seuls. Alors, il y a une exception. Il y a un chauffeur de bus. Lui, il continue à prendre son bus, comme les autres. Souvent, il continue à faire ou à se rattacher un peu à leur vie d'avant. Lui, il continue à prendre son bus et il conduit les gens où ils veulent, mais gratuitement. Donc, il peut aller très loin. Puis finalement, on a comme ça des dizaines d'épisodes qui sont plutôt doux amers, et puis ces gens qui sont très riches, auxquels on rêve de s'identifier, finalement ils apparaissent plutôt comme des laissés pour compte, ils ont du mal à s'habituer à leur nouveau statut, et ils ne sont jamais vraiment intégrés à la classe des riches. Ils sont toujours décalés. Il y en a un qui continue à promener son chien, il y en a une, elle a été humiliée par ses employeurs, parce que bon, elle était tellement fière de venir annoncer qu'elle avait gagné au gros lot, puis en fait... les employeurs sont pas là, et donc elle attend toute la journée, donc à la fin elle rêve de se venger, elle n'arrive pas à se détacher de cette idée qu'elle doit se venger d'eux. Et puis alors il y en a un qui est extraordinaire, alcoolique, et lui c'est le paradoxe total, c'est-à-dire que le jour où il gagne le gros lot, sa femme le quitte. Donc maintenant il a tout cet argent, et il pense qu'à une chose avec son argent, c'est de maintenir une emprise ou un pouvoir sur cette femme qu'il a quittée. Donc, vous emparez de ces sujets, vous en avez parlé tout à l'heure, gagner le gros lot, le sexe, et vous montrez avec beaucoup de... Parfois c'est touchant, parfois c'est extrêmement féroce, cette face scabreuse, douce, amère, de choses dont on rêve. Donc je voulais savoir comment vous travaillez justement la tonalité et puis la construction de l'ensemble. Pour jour de chance. C'est vraiment la même logique, hein. Les sources, c'est... des déceptions que moi je peux avoir eues en jouant. Je joue très peu, moi je suis pas très joueur. Hein. Mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai pensé que j'allais gagner. Erreur. Mais ça m'était même arrivé une fois de faire la liste des gens que j'aime bien, et puis alors à qui je donnerais, combien je donnerais, ça serait peut-être un peu exagéré, mais bon, en même temps, etc. Donc, peut-être je vais pas lui donner à toi, je vais lui acheter ça, je vais lui acheter un bel appartement. Voilà. Donc, c'était, voilà, donc, et puis tout d'un coup, après, on se rend compte qu'on n'a pas gagné, alors la liste, bon, on la regarde, elle est bonne à mettre à la poubelle. Ouais. Et il y avait des faits divers aussi dans la presse. Il y a beaucoup, c'est un peu un marronnier de la presse, hein, les histoires que sont-ils devenus, les histoires, voilà, regardez, il est devenu alcoolique, regardez, ben, il est mort. Mais il y avait des cas où ça arrive, hein, il y avait, par exemple dans le livre, il y a un boucher, je crois, qui, lorsqu'il apprend qu'il a gagné, fait une attaque cardiaque et meurt dans sa boucherie. Donc ça c'était trop beau, quoi. Le type il a eu le temps d'être heureux, mais pas longtemps. Et après dans la construction c'était... Alors tu dis il y a une seule histoire qui est vraiment positive, quoi, dans son... Et c'est celle que j'ai dû écrire malgré moi. Parce qu'en fait c'était quand j'ai passé le manuscrit vertical, ils m'ont dit c'est très bien, mais il manque quand même au moins une histoire où on verrait que c'est quand même bien d'être riche. Et donc j'ai rajouté, après coup, cette histoire de chauffeur de bus, en faisant exprès que ce soit une histoire positive. Ce qui m'a fait vraiment violence. C'est un peu comme pour Fabrice écrire une musique drôle, quoi, ou gay. Et on se fait vraiment violence, il fallait que ça soit positif. Mais j'ai bien fait d'écouter comme l'éditeur, parce que c'est vrai que souvent les médias mettent sur du chauffeur de bus en fait. C'est la seule évidemment qui sauve un peu. Alors non pas que mon idée soit que l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Parce que je pense que réellement gagner de l'argent ça fait le bonheur. Mais par contre il peut se trouver des gens d'abord qui finalement étaient déjà contents dans leur vie. Et le type dont tu parles qui va promener son chien là, finalement, il se rend compte, alors qu'il vient de gagner plein d'argent, qu'au fond, il a toujours envie d'aller promener son chien. Ça faisait partie de ses plaisirs d'aller faire le tour du lac et de promener son chien. Donc, il a gagné, puis il va promener son chien. Et la seule chose qu'il trouve à faire d'intelligent, c'est quand son chien meurt, il en achète un plus gros. Voilà, il fait toujours la même chose. Après, il y a plein de gens aussi qui ont le rêve d'être riches, mais qui n'ont pas en fait finalement de vie intérieure ou de désir réel. Et qui donc en réalité, une fois qu'ils ont acheté les gadgets du parvenu, quoi, la voiture, l'appart, la maison, le château, une fois qu'ils ont acheté les gadgets, les attributs, quoi, ben, ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Et puis il y a aussi le fait que l'argent c'est quand même
on pourrait dire dans certains cas un accélérateur de bêtises. Si par exemple j'ai une tendance à m'y croire, maintenant que j'ai des millions, ah bah là je m'y crois pas, là j'ai un melon. Si j'ai une tendance à être autoritaire, ah bah là, avant c'était une petite tendance, maintenant les gens ils vont vite voir que je suis autoritaire. Donc l'argent est aussi un accélérateur à bêtises et c'était plus ça le point commun. C'était pas l'idée du bonheur en fait, c'est l'idée de la bêtise. Voilà. Vous voulez jouer un autre T'as amené quelque chose? Alors après qu'on ait écrit Tamagawa avec Fabrice, on a eu une commande de la région Franche-Comté qui nous demandait de faire alors pas une suite de Tamagawa, mais qui avait envie d'avoir un autre, le même duo en fait, avec d'autres textes et d'autres musiques. Et donc on a eu cette résidence en Franche-Comté. Vous noterez qu'on va déclinant quand même, on est allé de Tokyo à Besançon, enfin bon, c'est très joli. Et il en est donc... Moi ça a été l'occasion d'écrire des poèmes, finalement, c'est grosso modo des poèmes. Et on a travaillé à peu près de la même manière, même si on a plus souvent en décalé, mais c'était la même logique. Et on va ça s'appelle Il manque une pièce. Et on va vous en faire un passage, je crois. Eh ben, si tu veux, oui. Juste comme ça, pas de précision. Qu'est-ce que je devrais dire quelque chose? Non, je sais pas, ce que c'est qu'il manque une pièce peut-être. Non? Oui? Non. Mais si c'est toi qui commandes. Alors, il manque une pièce. Le point de départ, c'est tout bêtement une phrase que j'ai entendue alors que j'étais en terrasse d'un café. Deux types passaient. Et l'un a dit à l'autre, ah mais il manque une pièce. Et je ne sais pas de quoi il parlait. Est-ce que c'était d'un appartement? Il réparait peut-être une voiture? J'en sais rien. Mais j'ai trouvé que c'était un beau titre en fait. Parce qu'il manque une pièce, c'est un côté un peu métaphysique, quoi. On pourrait le dire dans plein de situations, il manque quelque chose. Oui, elle est bien, il est bien, mais c'est dommage. Il manque un petit... Et après coup, j'ai trouvé la justification théorique. La justification théorique, on la trouve chez Benjamin Constant, qui imagine, en parlant de Dieu, que Dieu a existé. Et il a créé le monde. Mais il est mort avant d'avoir fini. Juste avant d'avoir fini. Autrement dit, le monde a un ordre, il y a une perfection, mais il manque une pièce, le sens, il manque quelque chose. Évidemment, Dieu n'a pas eu le temps de finir. Donc ça, c'est la justification théorique. À partir de là, les textes sont des textes finalement assez indépendants qui jouent sur la peur de vieillir, sur l'enfance, sur la fin du monde, sur des choses comme ça. Et la musique de Fabrice va très très bien avec la fin du monde. Dans le ciel. Quelque chose fit s'agiter, trembler et tomber les feuilles des branches, les branches des arbres.
et les arbres à leur tour se sont écoulés. Il y eut la fin de l'eau, la fin des 5 continents. Une vague les aura emportés. Il y eut cet orage qui n'arrivait pas et que tous attendaient. La chaleur. Ceux qui suent et qui regardent en l'air et qui prient pour la pluie. La chaleur. Et tous ceux qui étouffent. Aussi que tout est devenu sombre, et ce fut le combat du possible, se frappant la tête contre l'impossible, de la joie, insultant la douleur, du vivant, redécouvrant le froid. Quelque chose a voulu être et n'aura pas été. Il y eut le tout dernier désir, doublé, rattrapé, battu par un élan de fatigue, et ce fut le début du silence. Pour revenir à votre question, je me suis à nouveau trompé et il a sauvé les choses, on s'en est pas rendu compte. Mais il a fait une boucle en plus pour que ça se voit pas. Dans ma tête, je disais merci. Mais oui, en général, les compositeurs peuvent rattraper le quand même. C'est ça, heureusement. Alors, puisque vous parliez de la peur de vieillir, je voulais aussi dire un mot sur les centenaires, qui est moins poétique, mais plus féroce et plus fantastique que ce qu'on vient d'entendre. Donc c'est des centenaires qui sont dans une résidence entourée de hauts murs comme une forteresse, pourvue de tous les équipements de sport et de loisirs. Et alors ils entretiennent leur forme. Ils se font refaire le corps, ils se comportent comme des étudiants turbulents, parfois ils se prostituent soit pour payer leurs médicaments, soit parce que tout simplement ils aiment ça. Ils enterrent leurs enfants, ils jouissent de l'héritage de leurs enfants. Et quand il y a des nouveaux arrivants dans la résidence, ils les bisutent, mais férocement. De toute façon, les centenaires prennent la mort pour une blague, ils n'y croient pas. Quand il y en a un qui meurt, ils disent qu'il est parti. Bon, parfois ils sont nostalgiques, ils ont des souvenirs tristes. Mais on a l'impression quand même qu'ils sont florissants, increvables, ils veulent oublier leur mort, ils veulent oublier l'idée même de la mort. Il y en a un par exemple qui rêve qu'il divorce de sa femme qui est déjà décédée. Et le souvenir de sa femme décédée lui empoisonne l'existence. Voilà, donc l'environnement est extraordinaire, c'est résidence fermée, gardée. Bon, ça fait penser à Sun City. Dont on peut lire sur lesquels on peut lire des textes dans les livres sous la direction de Mike Davis, notamment Marco Deramo, il en parle dans le livre qui s'appelle Paradis Inferno, les livres hallucinés du néo-capitalisme. Et puis il y a une dimension très fantastique dans ce livre. Voilà. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Justement sur le fantastique, il y a une scène par exemple. Enfin, ils sont surentraînés, ils s'accrochent férocement à la vie, à cette illusion de la jeunesse, du divertissement. Donc, je voulais savoir justement quel était votre rapport au fantastique. Au fantastique en Ouais, tant fantastique. au vrai fantastique, Ouais. quoi. Ouh là là, aucun moi. Non, j'en lis pas du tout. Le seul rapport que j'aurais, c'est en tant que consommateur de films à la télé. Mais j'ai pas de. C'est pas du tout mon. En fait, j'aurais plus un rapport au loufoque ou au grotesque. C'est peut-être ça qui. C'est plus le grotesque dans mon cas. J'aime bien le grotesque. Et les histoires dans les centenaires sont souvent grotesques, avec des situations un peu ridicules, grotesques. Mais là aussi, en fait, ça se termine avec en claque, enfin volontairement, avec l'idée au fond que
l'idée c'est que les centenaires en fait sont dans une sorte de compétition mondiale où le but c'est, vous voyez, quand on a, je sais pas, quand on a 7 ans, on peut dire ah oui j'ai 7 ans et demi ou j'ai 5 ans et demi. Et puis après passé je sais pas quel âge, mais on va plus dire j'ai 17 ans et demi, enfin je sais pas, puis 33 ans écart. Les centenaires, eux, ils sont retournés dans cette logique. Ils ont 114 ans et demi, 102 ans, 3 quarts, etc. Et ils se surveillent mondialement. Ils sont dans une grande compète. Le but étant de finir le dernier, évidemment, donc d'enterrer les autres. Et à la fin, le livre s'achève sur une sorte de suicide collectif, enfin d'abord individuel puis collectif, parce qu'en fait, ils se rendent compte que de toute façon, qu'on atteigne 114, 115, 116, 117, c'est foutu. Parce que c'est trop tard, on va quand même, ça n'a pas de sens. Donc ils renoncent à leur propre foi. Leur foi, c'était que c'est un bien de faire de vieux os. Voilà. J'ai dit la fin du texte, mais en fait, ça ne m'importe pas. Parce que un texte, évidemment, il y a une chute, etc. Mais c'est là quand même la façon dont c'est écrit qui compte. Donc, si on dit la fin du feuilleton, c'est dommage pour le feuilleton. Quoique, non, même pas. Par exemple, quand une série est vraiment bonne, on peut dire, ouais, tu sais qu'il va mourir épisode 7. C'est pas grave, j'ai envie de voir comment il va mourir. J'ai quand même envie de voir l'image, etc. Donc, c'est pas toujours gênant d'avoir la chute. Je reviens sur les désirs, parce que donc il y a dans les 3 livres. Les jours de chance et les centenaires, toujours ces désirs démesurément enflés d'un corps toujours jeune, de mode, de sexe, de plaisir. Alors dans les centenaires, il y a une scène que j'adore de striptease d'une centenaire. Et elle a un corps toujours pas mal, quoi, parce qu'en gros, elle s'est fait greffer des yeux, des seins, partout, enfin au Pérou, en Chine, à Madagascar. Et en fait, il y a le registre du fantastique, puis en fait quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce que vous avez envie de faire passer un message politique sur... Non, c'était juste que ça existe, vous savez, le tourisme médical, enfin, il en existe pour, à mon sens, au moins 2 raisons. D'abord, c'est que parfois c'est moins cher, il y a des gens qui vont se faire refaire les dents en Inde, par exemple. Ils ont beau payer le billet d'avion plus l'hôtel, ça reste beaucoup moins cher que ce qu'ils feraient à Paris. Et puis il y a aussi un tourisme médical qui est plus trouble. Je vais aller chercher des poumons en Chine. C'est plus étrange, ça, déjà. Donc c'était plutôt des variations sur le dit que bah, tiens, moi je vais me faire entièrement refaire avec le top du top. Et comme je connais bien les réseaux, je sais que les cheveux c'est tel pays, le ceci c'est cela, mais c'est grotesque à nouveau. C'est juste... il n'y a pas de message. Non, le seul message c'est à la fin, c'est vraiment la chute. Ouais. Et voyez-vous un lien entre ces 3 livres? Alors, entre les 3, non. Parce qu'avec Jour de chance, il y a vraiment eu une sorte de rupture. C'est que, encore dans les centenaires, je cherche à écrire un roman. Et avec Jour de chance, je me dis non. T'es pas un romancier, en fait, t'es plutôt quelqu'un qui écrit des textes. Mais un roman... Et du coup, pour moi, c'était... Avec Jour de chance, j'ai vraiment eu... D'ailleurs, je l'ai écrit très vite, Jour de chance, en 6 mois, parce qu'il ne me ressemble pas trop. Et sans me rendre compte que je l'écrivais aussi facilement. J'avais peut-être touché quelque chose de plus juste par rapport à ma psychologie. Donc, non. Par contre, dans les livres que moi j'aime de moi-même, disons, il y a Tamagawa et ces 3-là. C'est vraiment mes préférés. Le premier, j'en ai honte maintenant. Les autres me paraissent... C'est différent, quoi. Mais ces 3-là, c'est vraiment... Avec Tamagawa, qui est très atypique. Ça serait peut-être plus marrant de finir sur du Tamagawa avec le morceau violent. Ah oui. Tout à l'heure, non Comme tu veux. Vous préférez entendre un morceau bref et violent Oui. ou un morceau long et triste? Bon, alors peut-être on va faire les 2. Ah bah, d'accord. Ça va rajouter qu'une demi-heure à la soirée. Oui. On commence par le bref et violent que je pourrais me remettre après. Bon, il y a juste un moment où le narrateur, le pseudo d'Asaï, le faux d'Asaï, dit à une jeune femme qui lui dit qu'il vaut mieux pas qu'elle le suive. Il lui dit, il faut que tu saches, tu ne seras jamais heureuse avec moi.
J'ai porté malheur à tout le monde, et si ce n'était pas vrai, ça se saurait. On ne dirait pas « Regarde, l'homme déchu, va voir le spectacle, fais vite ». Dépêche-toi. En ce jour où n'importe qui d'autre préférerait se promener au jardin botanique ou aller au zoo plutôt que tomber, s'asseoir, se relever, tenter d'avancer lentement, aussi lentement que possible, se réveiller en pleine nuit pour vomir, marcher, le temps de se remettre deux doigts dans la bouche, vomir, vomir, se dégonner, vomir, vomir et vomir encore. Tu gâches, tu gâches, tu gâches. Dans cette flaque, difficile de se tenir debout sur le secours de personne, difficile d'avancer et de faire bonne figure. C'est toi cette tête, c'est toi, ciel voilé, un bouton sur la joue. Tu portes une maladie qui fera crever tout le monde. Tu ne mérites rien, tu t'abîmes, tu ne mérites rien, tu ne mérites rien, tu ne mérites rien. Et nous ne mangerons plus. Des frigos et des viandes, nous saurons nous passer. Nous oublierons les casseroles et les poêles. Nous oublierons le bruit de l'huile quand elle commence à frémir. Nous aurons honte. Tant de choses gâtées par nos dents, tant de choses gâchées, digérées, jetées dans les assiettes. Nous nous souviendrons du temps des invitations, du temps des rôtis, des pâtes et des escalopes, dont nous sortions toujours la tête basse, la tête lourde, le ventre envahi de chair qui n'était pas les nôtres. Malades, nous étions des malades et nous le sommes encore, mais le souvenir de ces repas somptueux s'estompera, lui aussi. Un jour, il aura eu son tour, et à son tour il sera englouti. Nous irons alors un peu mieux, oubliant tout ce qu'on a pu manger avant, dans cette vie lointaine. Et maintenant, suçotant des glaçons, mastiquant nos doigts, et pourquoi pas des omelettes en plastique, si c'est tout ce qui reste. Débris. Vous avez changé, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle à voir. Nous dirons de vieilles connaissances, elles-mêmes devenues
tellement hideuses qu'on les quitterait sur le champ si l'on avait encore un peu l'énergie de courir. Nous n'aurons bientôt plus que la peau sur les os et bientôt nous n'aurons même plus de peau. Elle aussi disparaîtra. Elle nous restera dans les mains. Nous nous promènerons au naturel, dans la plus petite des tenues qui soit. On admirera la beauté de nos squelettes, leur finesse, la blancheur de nos os. Mais à leur tour, nos os perdront de leur fermeté. Ils jauniront, manque de calcium, ils deviendront mous, tristes et verts. Et ils se briseront comme on casse des branches mortes. Nous tomberons en poussière, magnifiques à notre manière, et si fiers malgré tout, à mesure que nos membres s'éparpilleront, et qu'imperturbables nous nous effondrerons, si fiers de nous tenir debout, amoindris, tremblants, allant à genoux, puis sans genoux vers la tombe, encore, encore et toujours haletant, sur le point de mourir, à l'agonie, en pleine forme, en miettes, en plastique, ramassés, rapetissés, annulés, encore et toujours vivant. Merci. Ah, cette fois on arrête, hein.